j'ai dénoncé là le traité de Lisbonne. Pourquoi? Parce que je dénonce le manquement par cette Europe-là qui est la nôtre au principe même de la civilisation européenne. On est en train de contredire les principes de la civilisation européenne. Regardez cette Europe-là, qu'est-ce qu'elle a fait là, concrètement? La jachère pour l'agriculture. Renault, qui va en Roumanie, chez Dessia. Ils ont commencé par gagner, les ouvriers roumains, 100 € de l'heure. On a monté, parce qu'ils ont fait des pressions, jusqu'à 258 chez Dacia. Maintenant, ils veulent 150 € de plus parce qu'il y a la hausse des produits alimentaires, la hausse du coût de l'énergie, la hausse des transports, la hausse de tout. Et Renault dit non, on va peut-être se délocaliser au Maroc. Il y a une pression inadmissible de ces sociétés européennes sur les pays de l'Est. Et après tout, à un certain moment de l'histoire, dans les années 30 et 40, n'allait-on pas chercher la main-d'œuvre bon marché à l'Est? On n'y va pas dans les mêmes conditions, mais on revient avec le même type de politique. Aujourd'hui, et ça, je n'en veux pas, je le dénonce totalement, comme je dénonce cet OTAN qui n'est plus pour empêcher une invasion soviétique en Europe, mais qui se déploie sur des théâtres extérieurs dans une politique néocoloniale. Ça, c'est absolument inadmissible. Alors quoi? Eh bien, un nouveau Bretton Woods, un pont terrestre eurasiatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remette l'argent au travail, qu'on remette l'argent au développement économique, qu'on élimine, qu'on abolisse cet interdit que fait peser le traité de Lisbonne sur l'émission d'argent par les États, qu'on puisse réémettre de l'argent avec des avances des banques au Trésor et du Trésor aux États pour avoir de l'argent pour des projets à long terme, pour faire reverdir, refleurir les déserts dans le sud, pour faire réindustrialiser, redévelopper, faire de l'équipement en Asie, sous le nom de toute la voie de l'Asie et de l'Eurasie, pour faire ce développement mutuel, pour permettre la paix par le développement mutuel entre Israël, les Palestiniens et les pays arabes, pour faire un grand plan de paix en Asie du Sud-Ouest que Lisanne Larouche et moi-même avons défendu, pour faire la paix par le développement économique mutuel, la paix par l'harmonie d'intérêts. Qui avait pensé à cela? Les ennemis de l'Empire britannique, les ennemis du système britannique. Friedrich List, l'économiste qui avait fait la fameuse tournée de 1824 aux États-Unis avec Lafayette et lancé les chemins de fer américains, le projet des chemins de fer américains. Henry Carey, qui était l'homme qui a inspiré la politique de développement des États-Unis contre l'emprise britannique. Et en France, nos économistes du plan, les Fourastier, les Armand, Louis Armand, ou autres Pierre Massé, tous ces gens-là qui avaient transmis l'impulsion de la politique de Roosevelt en France. Car la politique de Roosevelt était une politique qui allait contre l'Empire britannique. Et les mémoires de son fils montrent les débats entre Roosevelt et Churchill. Roosevelt disant on n'a pas gagné, on ne va pas gagner la deuxième guerre mondiale pour permettre à l'Empire britannique de revenir et de prospérer. Je veux un monde sans empire, disait Roosevelt. Dans son entourage, tout le monde ne pensait pas ça. Mais lui le pensait. Et je pense que ce que De Gaulle avait conçu, lui aussi, après 58, après ce qui s'est passé en Indochine, la politique de paix que voulait Leclerc, qui n'a pas été adoptée par la 4e République, cette politique de développement mutuel entre le Nord et le Sud, c'est ce qu'il faut absolument aujourd'hui remettre en place. Or, la politique de Nicolas Sarkozy, en allant auprès des Anglais, en endossant le type d'économie, le type d'approche qui est la leur, en ayant une politique qui n'est pas une politique d'indépendance nationale, mais une soumission, la servitude volontaire auprès de l'OTAN, ce traité de Lisbonne qui bloque les choses. Il y a une politique, de la part du gouvernement français actuel, de renoncement. De même, il y a une politique de renoncement de l'opposition socialiste, il faut le dire franchement. Et moi, si je me bats, c'est pour les valeurs européennes, les vraies, celles qui viennent de notre culture, celles que nous avons transmises à l'Amérique, celles où nous avons donné le meilleur au monde. Et il y a une chose qu'on oublie, qui est très importante. Les chemins de fer transcontinentaux aux États-Unis, le chemin de fer transcontinental a permis ce développement du pays, de l'Atlantique au Pacifique. Il y a eu aussi le transsibérien, entre la Russie et l'Asie, la Russie d'Europe et l'Asie. Il faut, à une échelle beaucoup plus grande, et avec des trains à grande vitesse d'aujourd'hui, en particulier la technologie du maglev, les trains à sustentation magnétique, mais pas seulement, toutes les technologies les plus avancées, il faut refaire cette approche. Mais qui avait été à la source de cette approche? Qui a été à la source du développement des chemins de fer? Les polytechniciens, les gens des arts et métiers en France. Marc Seguin,
Ce n'est pas la locomotive de Stephenson des Anglais qui a permis le développement des chemins de fer. C'est Marc Seguin, avec son invention des chaudières tubulaires, qui ont permis de faire beaucoup plus de vapeur, 6, 7, 8, 9 fois plus, avec des tubes, des cylindres à l'intérieur de la chaudière. C'est toute la technique de l'accroissement du tirage en mettant une hélice et en accroissant la puissance. Finalement, avec toute cette technique-là, on a cru de 60%, de 60 fois, pas 60%, 60 fois. Vous voyez, on en vient soi-même à sous-estimer ce que son propre pays a. 60 fois la puissance des locomotives, et on est passé de 8 à 9 km à l'heure à 40 km à l'heure à ce moment-là. Et on a pu avoir le développement des chemins de fer pour des passagers et pour des marchandises et pour des matières premières. Et dans le monde. Et Seguin a dit, qui avait pris un brevet en 1827 pour la chaudière tubulaire, il a dit « Je mets cette chose à disposition du monde, je renonce à mon brevet, parce que c'est dans le monde que ça doit être développé. » Et je veux revoir cette France-là que je veux revoir, celle que De Gaulle appelait la France qui prend la cause de l'humanité dans son fameux discours en 1964 à l'Université de Mexico. Aujourd'hui, par rapport à ça, c'est le parti de la trahison qui l'emporte, celui que je combats, le parti de la trahison et du renoncement. Hein? Je vois une représentation de ce que je voudrais faire. C'est l'exubérance, il y a des fleurs partout, c'est l'exubérance de la nature, c'est le printemps, on rend complètement avec ce froid de l'hiver. Comme Charles d'Orléans disait, on sort de cet hiver qui n'est qu'un vilain, et on arrive au développement de la nature avec il en fait trop, je veux qu'on en fasse trop, que les Français en fassent trop, qu'on fasse comme cet arbre qui se donne au monde, qui se donne à une reproduction élargie, qui se développe, et c'est ça que je voudrais voir. C'est ça que je voudrais voir chez les Français, au lieu de cette sorte de sentiment de petitesse, de nez sur le guidon, de regarder sur le nombril, de regarder comme cet arbre, de penser au futur et de penser avec en vue les générations à naître, ce qui doit venir dans le monde.